Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Vianney van der Scher. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes président du syndicat étudiant La Cocarde. Peut-être avant de commencer, dites-nous un mot sur vous et votre parcours. Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Vianney, j'ai 20 ans et je suis étudiant en licence de sciences politiques à l'université parisienne d'Assas. J'ai commencé le militantisme vers juillet en 2019 où j'ai intégré la Manif pour tous. Et puis, dans le même temps, à la rentrée d'octobre 2019, lors de mon entrée dans les études supérieures, j'ai intégré la Cocarde étudiante dont je suis président depuis maintenant mars 2022. Donc fraîchement nommé finalement. Fraîchement nommé, exactement. Alors, avant de nous donner votre regard sur les résultats du premier tour de l'élection présidentielle du point de vue de la mobilisation étudiante, quelques mots également sur la Cocarde étudiante, ce syndicat qui a été fondé en 2015, 2015, c'est ça. À l'université Panthéon-Assas. Exactement. Elle a été fondée en 2015 par des jeunes qui étaient issus des divers courants de la droite souverainiste à l'époque, donc la droite populaire de Thierry Mariani, le Front National et puis le Debout la France. Ces jeunes ont créé une structure pour permettre aux étudiants de se retrouver en dehors des partis et c'est ce qui fait d'ailleurs notre spécificité, c'est qu'on ne dépend d'aucun parti. Alors pourquoi ce nom, la Cocarde étudiante ? Alors c'est une référence au journal de Maurice Barrès, La Cocarde, à la fin du 19e siècle. C'est un auteur dont on s'inspire beaucoup et donc c'est un choix qui a été fait de lui rendre hommage avec ce nom. Donc aujourd'hui, la cocarde, c'est ce qu'on voit aussi sur les avions. Voilà, c'est évidemment aussi la symbolique patriotique. Où en êtes-vous aujourd'hui de votre implantation universitaire 7 ans déjà après la création En 7 ans, on a bien avancé. On est implanté aujourd'hui dans une vingtaine de villes en France, sur tout le territoire, donc grandes villes comme Lyon, Aix, Toulouse. Je ne vais pas toutes les citer, mais globalement, on a à peu près 500-600 militants en France, une vingtaine de villes. Donc c'est une implantation qui progresse et qui va être amenée à continuer. Quelle serait votre singularité par rapport aux autres syndicats, notamment le syndicat historique à droite qu'on ne peut pas ne pas nommer, l'UNI, mais aussi vis-à-vis des autres associations qu'on peut trouver dans les universités, comme les partis de jeunesse des partis nationaux ? Notre vocation première, c'est d'être une association politique et syndicale transpartisane. C'est déjà ce qui nous différencie de l'UNI, qui a très longtemps le syndicat de l'UMP puis des Républicains. Nous avons une ligne aussi antilibérale, ce qui nous distingue aussi de la droite classique. Donc je dirais que c'est déjà deux critères qui nous permettent de nous différencier des autres syndicats, notamment de droite et des autres associations politiques de jeunesse. Alors justement, sur ce qualificatif illibéral ou antilibéral, comment est-ce que vous jonglez personnellement à la Cocarde étudiante avec tous ces qualificatifs de droite, conservateur, illibéral Ouais, alors nous, on a fait le choix de entre guillemets, lutter contre le libéralisme, parce qu'on considère que c'est une philosophie politique et culturelle, économique, qui est néfaste par son attrait pour l'individualisme, etc. Bon, je vais pas rentrer dans l'histoire philosophique du libéralisme, mais c'est un choix qu'on a fait. On considère que la droite aujourd'hui, qui se dit libérale conservatrice finalement, met deux terminologies qui sont pour nous incompatibles. Donc on se considère quand même de droite, mais on aime bien aussi le terme de jeunesse non conformiste, ce qui permet à des jeunes qui ne se retrouvent pas forcément dans la droite, qui est aujourd'hui associée à l'UMP, aux Républicains et ceux qui ont trahi la France pendant plusieurs années. Certains ne veulent pas rejoindre des mouvements de droite à cause de cette terminologie, donc le terme non conformiste leur est plus approprié. Vous avez vocation finalement à être aussi un sas vers la politique pour des jeunes qui en sont déconnectés ou qui n'arrivent pas à se retrouver forcément dans les courants de pensée vraiment stricto sensu politique. Exactement, on a pour but de former des jeunes, de les orienter pas tous vers la politique en partie, mais aussi dans les différents champs de la société pour leur permettre de diffuser nos idées et puis à leur échelle contribuer à tout simplement aider la France. Alors, les années d'élection, comme 2022 cette année, sont des moments d'engagement politique intense, on le sait, pour les jeunes, pour un certain nombre d'entre eux, c'est le premier engagement. Qu'avez-vous pu observer depuis votre poste d'observation universitaire lors de cette élection ? Est-ce que la jeunesse est particulièrement engagée ? On a parlé d'une campagne qui taisait son nom, de merde pour la salle. Donc, quel bilan tirez-vous de cette campagne, du premier tour ?
Alors sur les jeunes, je pense qu'il y a deux choses à voir. Il y a le vote des jeunes et l'engagement des jeunes. Sur l'engagement des jeunes, on a vu, nous, à droite, évidemment, l'émergence de Génération Z. Évidemment, on ne peut pas ne pas en parler, qui est aujourd'hui le premier mouvement jeune de France en termes d'adhérents. Donc ça a été une création et une évolution assez impressionnante. Beaucoup de jeunes se sont engagés pour Éric Zemmour. On a tendance à dire qu'il y a moins de jeunes aujourd'hui au Rassemblement national, ce qui n'est pas faux. Après, quand on voit le vote, je pense qu'on va être amené à en parler. Là, c'est quand même autre chose. Le vote des jeunes est pour le coup plutôt inquiétant. Justement, parlons-en. Que pensez-vous de cette déroute d'Éric Zemmour qui avait été annoncée encore il y a quelques jours à 10%, qui a fait 7,2%? Est-ce que ça vous étonne ? Le fait qu'il ait un score qui soit en dessous des 10% ne m'étonne pas. C'est ce qui était annoncé d'ailleurs par les instituts de sondage, et quoi qu'on pense des sondages. Après, je pense qu'il y a évidemment il y a eu la question du vote utile vers Marine Le Pen avec Jean-Luc Mélenchon en face qui progressait. Beaucoup de gens ont déporté leur voix vers Marine Le Pen. Mais dans les faits, sur Éric Zemmour, je pense qu'il est resté peut-être trop sur le thème identitaire, qui est pourtant un thème qui nous est évidemment très cher. Nous, on n'a aucun problème à parler de grands remplacements et de ces sujets qui sont évidemment fondamentaux. Vous aviez notamment d'ailleurs appelé à voter le 5 avril pour le premier tour, pour le camp national. Donc oui, Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et Marine Le Pen. Voilà. Exactement. Nommément, que vous aviez nommé. On les avait nommés, oui, on avait totalement assumé ce choix-là. Et sans forcément faire un choix non plus, c'est-à-dire... Voilà, sans choisir entre les deux, on avait des militants dans les deux camps, et puis ce n'était pas notre vocation non plus de prendre... Peut-être une précision, pourquoi avoir limité votre conception du camp national à ces deux candidats ? On sait que Nicolas Dupont-Aignan est candidat depuis plusieurs élections maintenant. Oui, alors concernant Nicolas Dupont-Aignan, nous on rejoint totalement son combat, notamment sur le souverainisme, sur les libertés. On a souvent participé à des manifestations contre le pass vaccinal avec lui et Florian Philippot. Mais on a considéré qu'il fallait faire un choix, qui avait peut-être la capacité pour Marine Le Pen et Éric Zemmour de remporter cette élection présidentielle, ce qui n'était pas le cas avec Nicolas Dupont-Aignan selon les sondages et puis selon la dynamique. Donc on a fait ce choix, même si évidemment il a tout notre respect et toute notre amitié. Justement, revenons sur cette dynamique dont vous parlez. Concernant Éric Zemmour, est-ce que vous diriez que finalement ses soutiens ont été victimes d'un effet loupe en le voyant au second tour? Est-ce que l'engouement qu'il y a pu y avoir autour de ces meetings, on se souvient du Trocadéro il y a quelques semaines, qui était un rassemblement où on a parlé de 100 000 personnes, sur les réseaux sociaux également, mais peut-être dans les universités avec Génération Z, est-ce qu'il n'y a pas eu un effet loupe ? Si, je pense qu'il y a eu un effet un peu, je dirais pas d'entre-soi, mais les gens n'ont pas vu plus loin que leur milieu. Parce que la personne à leur gauche et à leur droite votait Zemmour, il y avait beaucoup de vues sur les réseaux sociaux, évidemment ça cartonnait. Mais en fait on se rend compte que les personnes qui assistaient au meeting, les personnes qui regardaient les vidéos d'Éric Zemmour, etc., ce sont les mêmes personnes qui ont voté pour lui et qu'il n'a pas réussi à étendre une base électorale. Et peut-être aussi parce qu'il n'est pas allé chercher sur d'autres sujets qui intéressent aussi les Français, et je pense notamment au pouvoir d'achat, etc., qui sont des sujets qu'il a laissés de côté. Qu'il a tenté quand même de... Vers la fin, mais c'est vrai que je me rappelle de certaines phrases qu'il avait eues qui étaient pas méprisantes, mais c'était envers ces sujets-là, et pour lui c'était vraiment le sujet du grand remplacement, et malheureusement ça n'a pas fonctionné. Alors qu'est-ce qui lui a manqué pour mobiliser la jeunesse justement ? Parce que vous notiez très pertinemment que... les soutiens d'Éric Zemmour, et on le voit aujourd'hui dans les statistiques, bien que son électorat soit minoritaire, a rassemblé un vote d'adhésion record par opposition à un vote par défaut de 81%, j'avais noté. Qu'est-ce qui lui a manqué pour convaincre les jeunes ? Il lui a manqué d'aborder des sujets fondamentaux qui touchent les jeunes, je pense. J'étais présent d'ailleurs à son meeting jeudi dernier pour les jeunes, où j'ai pu un peu voir ce qu'il disait à leur sujet et ce qu'il leur proposait. Et il leur a parlé de sujets qui sont fondamentaux, évidemment, l'insécurité, le grand remplacement, etc. Mais tous les sujets qui touchent à tout ce qui est précarité étudiante, pouvoir d'achat, jeune entrepreneuriat, qui sont des sujets qui sont fondamentaux pour les jeunes, ont été un peu évincés. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, du coup, ne se sont pas retrouvés dans ce programme-là, parce qu'il faut boucler les fins de mois, il faut avoir à manger, il faut pouvoir étudier dignement, etc. Et donc, ce côté peut-être social manquait aussi, et c'est vraiment des sujets majeurs pour les jeunes. Mmh. Donc, c'était la grande surprise, effectivement, de cette élection, la contre-performance, ou en tout cas
l'absence de vote caché, parce qu'on avait parlé de cette expression pour Éric Zemmour, mais en définitive, le facteur clé de cette élection, et en particulier concernant la jeunesse, c'est l'abstention. Oui, alors ça, on le voit autour de nous. Qui s'est élevé donc à la moitié des 18-25 ans qui ne sont pas allés voter, et encore plus pour les 35 ans, les moins de 35 ans, pardon. Donc c'est 42% pour les 25 ans et 46% pour les moins de 35 ans. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça me fait penser à deux choses. Peut-être déjà un désintérêt pour la politique, pour la chose publique. Les gens ne se sentent pas concernés, ne voient pas en quoi leur vote peut être utile. Et est-ce que ça n'a pas toujours été le cas ? Est-ce que la jeunesse n'a pas toujours eu, plus ou moins... Finalement, les jeunes, ce n'est pas les étudiants. On ne peut pas réduire la jeunesse, le vote de la jeunesse au vote étudiant. Oui, non, il y a évidemment les jeunes qui travaillent déjà. Certains ne se sentent pas concernés. Certains ne sont peut-être pas touchés par des problématiques qui peuvent les inciter à voter pour vouloir changer les choses. Puis il y a aussi des jeunes... Et justement, peut-être que c'est ça qui... Il y a une perte de confiance aussi. Voilà, il y a une perte de confiance envers le système démocratique, en tout cas celui-ci. Il y a une perte de confiance dans les hommes politiques, tous les scandales d'affaires, etc. Donc il y a des éléments qui font que les jeunes n'ont plus envie de voter pour une grande partie d'entre eux. Et vous pensez que c'est quelque chose qui disparaît avec l'âge, ou est-ce que vous pensez que l'avenir est à l'abstention, d'une certaine manière ? J'aurais tendance à dire que l'abstention va s'étendre quand même. On verra déjà au second tour ce que ça va donner. Il y a des abstentionnistes du premier tour qui vont aller voter pour faire barrage, comme on dit. Et puis il y aura des personnes qui ont voté au premier tour qui vont s'abstenir parce que pour eux c'est impossible de faire le choix entre Le Pen et Macron. Donc au fur et à mesure que les élections vont se dérouler dans les prochaines années, je pense que l'abstention va continuer d'augmenter, oui. Alors, à l'opposé, nos aînés, les plus de 70 ans, qui ont voté en majorité pour Emmanuel Macron. Sur ce graphique, on le voit très bien. Donc 41%, là c'est la grande brique orange. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que finalement, vous diriez, comme Pierre Gentiet, qui est un de vos camarades de la cocarde, qu'il y a eu une prise d'otage du pouvoir par cette génération du baby-boom ? Oui, maintenant on le constate notamment depuis 2 ans, avec la gestion de la crise Covid, où tout a été fait pour ceux qu'on appelle les boomers, pour les personnes âgées. Toutes les politiques publiques ont été axées dans ce sens, toutes les décisions, toutes les restrictions de liberté ont été faites, ont mis en place pour protéger ces personnes-là. Les jeunes ont été totalement ignorés pendant le quinquennat Macron. Il a choisi un électorat et ça a marché, ça a fonctionné, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez dit, 41% de la tranche d'âge des 70 ans et plus a voté pour lui. Il les a pouponnés et il va continuer de le faire pendant 5 ans. Donc sur ce graphique, on peut aussi voir du côté de la jeunesse un bloc mélenchoniste. 31% pour les 18-24, 34% pour les moins de 35 ans. C'est 9 points de plus que son score national à 22%. Est-ce que finalement, rien de nouveau sous le soleil, les étudiants, ça reste des gauchistes avant tout ? Je ne sais pas si on peut dire ça, mais effectivement, c'est la dynamique que nous permettent de voir ces chiffres. On est pris en otage avec, d'un côté, les personnes âgées qui, effectivement, votent centristes, votent pour Macron. Et puis, d'un autre côté, on a les jeunes qui ont fait le choix de Mélenchon. On a une jeunesse qui a été abreuvée à Netflix, abreuvée sur les réseaux sociaux, etc. Et qui se raccroche totalement, je ne pense pas forcément aux idées sociales de Mélenchon, mais plus aux idées peut-être culturelles qui sont liées à cela. C'est le sans-frontiérisme, tout ce qui est lié aux doctrines LGBT, etc. Je pense que c'est très culturel et pas uniquement populaire, même si évidemment on a aussi des jeunes qui votent pour Mélenchon parce qu'ils n'ont pas un sou, etc. Mais il y a un côté aussi très culturel. D'accord. Et d'ailleurs, on parle beaucoup justement du wokisme, de ces théories LGBT, de ce nouvel antiracisme venu des États-Unis. Est-ce qu'il y a autant de jeunes qu'on le dit qui adhèrent à ces nouvelles théories ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, ça va être amené à être la norme dans quasiment toutes les universités. Ce n'est pas encore le cas. Je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, à savoir celui de mon université. Bon, Assas, c'était une fac qui a été toujours classée historiquement à droite. Aujourd'hui, on peut dire que les professeurs, généralement, le sont encore plutôt centre-droit. Enfin, pour l'instant, tout se passe bien. Mais on voit bien chez les étudiants qu'il y a une évolution. Moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Aux élections étudiantes qui ont eu lieu il y a 1 mois et demi, la première association politique d'Assas, et même première association étudiante tout court, c'est une association qui regroupe différents
mouvements de gauche, les féministes, LGBT, etc., l'UNEF, qui font peut-être 4-5 fois les voix de la droite. Donc aujourd'hui, les étudiants adhèrent en grande partie à toutes ces thèses-là, et ça se ressent dans les votes. Est-ce qu'on peut encore appeler ça la gauche ? C'est compliqué. On a un mélange de libéralisme culturel. En même temps, certains prennent des doctrines anarchistes, des doctrines anticapitalistes. Mais bon, enfin, si vous voulez, les doctrines anticapitalistes, quand on est soi-même un cliché du capital, c'est vrai que ça peut faire rire. Qu'est-ce que vous voulez dire par cliché du capital ? La jeunesse anticapitaliste qui va en manifestation, mais qui a brevé, je vous l'ai dit, voilà, Netflix, etc., qui achète les derniers produits, voilà, qui consomme dans les fast-foods. Bon, c'est... Alors, autre fait notable quand même, pour ne pas désespérer totalement de la pluralité d'opinions dans la jeunesse, c'est bien évidemment le bloc lepéniste aussi. 26% chez les 18-24 ans et 25% chez les moins de 35 ans. Est-ce que finalement, il n'est pas là le vote caché ? On a parlé d'un vote caché pour Éric Zemmour. Est-ce que les étudiants et les jeunes, de manière générale, cachent leur vote Le Pen ? Est-ce que la diabolisation, à l'avenir et donc dans la jeunesse, fonctionne encore ? Je ne sais pas s'il y a une diabolisation ou une honte de voter Le Pen aujourd'hui. Je pense que de moins en moins. Je pense que ce n'est pas forcément les étudiants qui votent Le Pen, mais plus les jeunes actifs. On l'a vu lors de ces déplacements dans la France périphérique. On voyait beaucoup de jeunes qui disaient qu'ils allaient voter pour elle, qu'elle représentait un peu aussi leur dernier espoir. Alors il n'y a pas eu un engagement massif dans son mouvement de jeunesse des Jeunes avec Marine, mais effectivement il y a beaucoup de jeunes qui votent pour elle parce qu'elle leur a aussi proposé des choses. On verra si elle est élue, est-ce qu'elle peut les mettre en place, mais il y a eu une vraie prise de conscience des problèmes majeurs qui touchent les jeunes. Et aujourd'hui, elle a essayé de leur apporter des solutions et je pense que ça a pris aussi. Alors on en a déjà un peu parlé, mais donc Anne Hidalgo et Valérie Pécresse qui se sont totalement effondrées. Valérie Pécresse a recueilli notamment moins de 2% des voix apparemment, donc selon les statistiques chez les 18-24 ans. Est-ce que le clivage LRPS est définitivement mort ? C'est-à-dire que... Oui, je pense que le clivage gauche-droite est, en tout cas politiquement, c'est autre chose dans les universités, mais dans la scène politique, il est peut-être définitivement mort. On le verra peut-être lors d'élections locales, mais effectivement, on a plus aujourd'hui un trio avec on a un bloc national souverainiste, voire identitaire, même si elle rejetterait ce terme avec Marine Le Pen, un bloc mondialiste, centriste, centre-droit peut-être avec Emmanuel Macron, et puis un bloc populaire d'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Mais finalement, dans les universités, qu'est-ce qu'on observe ? Est-ce que ce clivage, quel est le nouveau clivage ? Parce qu'en fait, on voit toujours cette image fasciste, vous ne passerez pas. Il y a encore ce matin des blocages dans certaines universités de Seine-Saint-Denis. Par quoi va être remplacé ce clivage, ou en tout cas, par quoi est-il déjà remplacé dans les universités ? Alors dans les universités, c'est pour ça que j'ai fait le distinguo juste avant, je pense qu'il est toujours valable. Dans les universités, sur la scène politique, nous ce qu'on a combattu, c'est surtout Emmanuel Macron, ce bloc mondialiste libéral qui ne se fait pas forcément ressentir dans les universités. C'est pas, le problème vient de l'extrême gauche, c'est différent. Pour le coup, le bloc gauche-droite, extrême gauche-droite est encore valable. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il va être amené à être remplacé parce que les minorités actives d'extrême gauche font un travail qui leur permet d'exister encore. Donc, les minorités, vous dites les minorités, mais donc on a vu que c'était quand même le bloc active militante majoritaire qui recueille. Après, vous avez toujours une masse qui ne s'engage pas, mais qui suit. Mais ça reste toujours, d'un point de vue militant des minorités actives, effectivement, vous avez raison de le rappeler, qui est suivi quand même par un vote d'adhésion. D'accord. Et donc, si je comprends bien, ce que vous sous-entendez, c'est que les étudiants qui voteraient Emmanuel Macron, donc qui sont 20% donc dans la tranche d'âge 18-24 ans, ne sont pas vraiment très visibles. On les voit pas. Ça ne serait pas un vote d'adhésion, selon vous ? On ne les voit pas, en tout cas, militer. Dans les universités, il y a des dépôts d'associations, les jeunes avec Macron, etc., mais on ne les voit pas. Je pense que c'est des personnes qui ont pu jouir peut-être des politiques d'Emmanuel Macron, qui ont voté pour lui peut-être parce qu'il n'a pas touché à leurs intérêts. Mais en tout cas, il n'y a pas d'engouement militant. Il n'y a pas d'engouement militant pour Emmanuel Macron. Et on le voyait très bien d'ailleurs, c'était assez amusant sur les photos des jeunes avec Macron qui étaient publiées sur leurs réseaux sociaux. Où la moitié des personnes sur les photos, souvent c'était des personnes âgées. Je pense que le mouvement militant des jeunes avec Macron est assez pauvre en réalité.
Alors que penser de l'autre déroute, celle de Valérie Pécresse, qui finit sous la barre des 5%? Je pense qu'il y a eu finalement la cassure qui était peut-être nécessaire pour que ce parti, je ne sais pas s'il va disparaître, mais au moins s'efface, parce que c'est quand même, pour nous, c'est le parti de la trahison, le LR, l'UMP. Vous avez d'un côté une grande partie des électeurs qui est partie chez Éric Zemmour. C'était peut-être la ligne un peu plus Bellamy, Ciotti, Retailleau. Puis vous avez une autre partie qui, voyant le peu de crédibilité de Valérie Pécresse, est partie chez Emmanuel Macron. Qui avait déjà fait le voyage en 2017. Oui. Et depuis? Non, tout à fait. Une partie avait commencé déjà à s'en aller. Je pense que les discours, les propositions de Valérie Pécresse, son manque de crédibilité, ont fini ont parachevé tout ça. Et aujourd'hui, elle se retrouve en dessous des 5%. On n'aura pas ses frais de campagne remboursés. Et on est à quémander de l'argent pour rembourser sa dette. Alors qu'est-ce qu'on pense justement dans les universités, dans les amphithéâtres, de cette grande clarification de l'échiquier politique autour de deux nouveaux blocs, vous l'avez dit, le bloc libéral et le bloc plus populiste, même si on n'a pas encore lâché le mot dans cet entretien. Que pense-t-on de cette clarification, de cette recomposition politique et de l'idée d'union des droites est-ce qu'elle a vraiment infusé plus qu'ailleurs dans les universités, cette idée, ou est-ce que finalement c'est aussi ça qui explique le score pas à la hauteur des soutiens d'Éric Zemmour? Je pense que dans les universités, l'union des droites est quelque chose que l'on peut entendre. C'était la vocation de la cocarde étudiante, c'était d'unir en son sein les membres des différents partis de droite. Donc je pense qu'effectivement, à cette échelle-là, c'est tout à fait envisageable. En revanche, je pense que politiquement, c'est terminé à ce niveau-là. La campagne d'Éric Zemmour l'a démontré. L'union des droites, ça a fait 7%. Donc il y a un moment aussi, il faut être capable de se remettre en question et de voir que c'est quelque chose qui n'a pas pris. Et voilà. C'est assez intéressant pour vous, ce mouvement qui, encore une fois, on le répète, a été rejoint par énormément de jeunes, Éric Zemmour l'a rappelé dimanche soir, est le premier parti de France. Oui, c'est ça qui est paradoxal. C'est ça qui est paradoxal. Et donc, selon vous, ça n'a pas d'avenir? Je ne dirais pas que ça n'a pas d'avenir. Je pense que le parti Reconquête, évidemment, ne va pas s'effacer. Ils ont 120 000 adhérents. Enfin, c'est quelque chose de fantastique. Mais il va falloir se développer localement. Ça va être quelque chose de long. Mais on l'a vu qu'électoralement, ce n'est pas quelque chose qui intéresse les Français. Les Français, je pense, n'en ont strictement rien à faire de l'union des droites. Ce n'est pas ce qui les intéresse. Et ils ont donné leur voix à des partis comme le Rassemblement national ou celui d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez donné une consigne de vote Oui, nous avons appelé hier directement à voter pour Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. On adhère en grande partie à son projet, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Et nous, on invite très clairement les jeunes et tous les Français à voter pour Marine Le Pen, oui. Pour quelle raison principale? Parce que Marine Le Pen, malgré ce qu'ont pu dire certains, et c'est vrai qu'on peut lui reprocher des questions sémantiques, voilà, elle ne veut pas dire le mot grand remplacement, elle ne veut pas parler de remigration, mais c'est des détails. Quand on voit les propositions de Marine Le Pen sur ces sujets qui nous paraissent fondamentaux, il y a quand même une grande convergence d'idées avec Éric Zemmour. Elle propose aussi pour les jeunes des choses qui sont intéressantes. Elle sera à l'écoute aussi, je pense, de ce que nous pouvons lui proposer pour améliorer les universités. Donc je pense que c'est une chose utile de voter pour elle. Et puis on ne veut pas revivre 5 ans d'Emmanuel Macron. Pour nous, c'est impensable. Quid du report de voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui, on le rappelle, dimanche a répété 4 ou 5 fois qu'il ne fallait pas donner une voix à Marine Le Pen? Je crois que les sondages ont essayé d'évaluer ça. Il y aurait à peu près 20% des voix de Jean-Luc Mélenchon qui se reporteraient sur Marine Le Pen. Si on ajoute à cela... Donc c'est plié, c'est fini? Non, je pense pas. Il faut y croire, je pense. Le report des voix d'Éric Zemmour, et puis il peut y avoir des abstentionnistes qui se décident. Je pense qu'il faut faire campagne de toute façon. On ne peut pas laisser Macron repasser 5 ans sans bouger le petit doigt. Il faut essayer de convaincre les gens. Il ne faut pas abandonner. Évidemment, ça va être compliqué. Pendant 2 semaines, les médias vont nous ressortir tout l'historique de l'extrême droite française pour essayer de faire peur aux gens. Tout le monde va appeler à faire barrage, etc. Enfin, on va être seul contre tous. Mais je pense qu'il faut quand même essayer jusqu'au bout, parce que sinon, on repart pour 5 ans et ça va être compliqué quand même. Alors qu'attendez-vous de Marine Le Pen si justement elle est élue? Alors plusieurs choses. Il y a beaucoup d'enjeux dans les universités. Il y a des enjeux liés
l'envergure internationale des universités. Nous, des choses très concrètes qu'on propose, par exemple, ça serait en partenariat avec des universités européennes de créer un classement des universités en parallèle du classement de Shanghai qui est dévastateur pour les universités françaises, pourquoi pas proposer un moratoire sur les universités pour éviter toutes les fusions, parce que c'est la grande mode aujourd'hui, c'est de fusionner les universités, ce qui détruit les identités locales de certaines d'entre elles. À l'intérieur même des universités, évidemment, garantir la liberté de recherche, d'expression des professeurs qui aujourd'hui, pour certains, sont censurés par la volonté des militants d'extrême gauche. On se souvient de la problématique de l'islamo-gauchisme il y a quelques, voilà, exactement, oui, quelques bien sûr. mois avec Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement supérieur. C'est des choses qu'il faut changer, puis voilà, interdire des choses peut-être plus concrètes, peut-être moins importantes, mais qui nous feraient aussi plaisir. L'interdiction de l'écriture inclusive une bonne fois pour toutes, qui aujourd'hui est quelque chose aussi qui gangrène certaines universités. Peut-être faire attention à la tenue de certains séminaires, je pense à des séminaires sur la déconstruction, sur le genre, etc., qui, à mon sens, n'a rien à faire dans les universités et qui sont parfois imposés aux étudiants et des notes en dépendent. Donc voilà, il y a un ensemble de choses à faire, prendre en compte les étudiants, l'attribution des bourses, des logements Crous, les réserver aux étudiants français en priorité. Voilà, il y a un ensemble de mesures que nous avons et que nous irons d'ailleurs prochainement, normalement, proposer au Rassemblement national. Réponse le 24 avril. Réponse le 24 avril. Merci Vianney van der Schor d'être venu sur notre plateau. Merci à vous pour votre invitation. Je vous en prie.